Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 29 janvier 2026, avant-dernier jour de la semaine, le numéro 96 de votre émission, la matinale. Bonjour, le Bénin s'ouvre. Nous parlerons, entre autres, Mesdames, Messieurs, ce jour, des bijoux. Est-ce que vous savez que les bijoux que vous portez pourraient avoir une influence sur votre vie? Au Bénin, une artisane fabrique des bijoux qui pourraient vous apporter de l'énergie, qui pourraient vous orienter spirituellement, pourrait-on dire. Elle sera dans cette émission l'invitée de Amandine Agnabusu pour nous parler donc de ces bijoux confectionnés ici même au Bénin. Quelles sont les matières utilisées? Quelles sont les influences que cela pourrait avoir sur vous? Eh bien, nous en parlerons dans cette émission. L'autre sujet qui a retenu notre attention, mesdames, messieurs, c'est la maladie de la lèpre. Quand la lèpre vous attaque, vous n'avez pas le droit de vous taire. Il faut donc briser le silence car il existe en République du Bénin des spécialistes qui pourraient vous aider à guérir et sans vous stigmatiser. Christelle Ediacho Tongodo nous en parlera dans cette émission. Mesdames, messieurs, ce sera donc entre autres ces deux sujets qui vont meubler l'actualité de cette émission. Et vous le savez, les résultats des élections communales et législatives sont tombés de façon, voilà, on peut dire définitive en attendant donc la proclamation par la Cour suprême. Quelle analyse peut-on faire sur l'échiquier politique national? Comment est-ce que les forces en présence vont se positionner désormais? On aura l'analyse d'un acteur de la gouvernance et de la société civile dans notre pays. Mais en attendant, vous le savez très bien, cette émission, elle s'ouvre avec le bulletin d'information. Et ce matin, c'est Victorine Bondé qui a l'honneur de nous le présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Démarrons par une affaire de négligence médicale au CHD Ouémé ayant entraîné le décès d'une femme en couche et qui a suscité l'émoi cette semaine. Le gouvernement est-il informé et une enquête a-t-elle été ouverte pour situer les responsabilités? Le porte-parole du gouvernement répond ici à ces questions. Je peux vous dire que oui, l'alerte est parvenue jusqu'en haut lieu puisque très vite le chef de l'État a été informé. Le ministre de la Santé lui-même a pris la situation à bras-le-corps et diligenté une enquête administrative, s'est porté lui-même sur les lieux pour discuter avec les responsables du CHDO afin de situer les responsabilités. Mais au-delà de cela, je peux vous informer de ce que ce jour, en marge du Conseil des ministres, le sujet a été évoqué. Le gouvernement a saisi l'occasion pour partager la douleur de la famille éplorée et le chef de l'État a instruit formellement afin que les enquêtes qui sont en cours, que ce soit l'enquête administrative diligentée par le ministère de la Santé ou que ce soit l'enquête judiciaire à la diligence du procureur de la République, que les enquêtes se fassent de façon rigoureuse pour que les responsabilités soient totalement situées et que s'il y a des gens qui doivent répondre de négligence ou de faute professionnelle, que cela soit le cas demain parce qu'on a perdu une vie. Donc globalement, sur le sujet, c'est vous rassurer qu'il est connu, il est pris en charge et il faut être rassuré qu'à l'arrivée, les enquêtes nous situeront objectivement sur ce qui s'est effectivement passé ce jour-là au CHDO et les responsabilités seront totalement situées. Autre actualité, la vice-présidente de la République en mission officielle auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. À Paris, Mariam Chabi Talata a par ailleurs tenu une séance d'échange avec la représentation diplomatique du Bénin en France. Le détail avec Jérôme Hongbo et Mohamed Bion. La séance d'information s'est déroulée à Paris, au siège de la mission diplomatique, en présence de Madame Corinne Amoré-Brunette, ambassadrice de la République du Bénin, près la République française et des cadres de l'ambassade. Au centre des échanges figurait la présentation des changements récemment opérés au sein des ordres nationaux du Bénin. La vice-présidente de la République a exposé les grandes lignes des réformes engagées, notamment la création de nouveaux ordres nationaux
qui viennent renforcer les distinctions existantes dans le but de mieux reconnaître les mérites des différentes couches sociales et d'accroître la visibilité des honneurs béninois, tant au plan national qu'international. Avant notre arrivée en 2016, à la Grande Chancellerie, il n'y avait que 4 ordres. L'ordre national du Bénin, l'ordre du mérite du Bénin, l'ordre du mérite social et l'ordre du mérite agricole. Nous avons constaté qu'avec ces 4 ordres, il y a des couches sociales qui n'étaient vraiment pas prises en compte, d'où la nécessité de la création d'autres ordres pour prendre en compte ces différentes couches. Aujourd'hui, nous avons la médaille militaire parce qu'il nous faut une récompense spécifique pour nos militaires qui aujourd'hui sont au front régulièrement au niveau de nos frontières nord à cause du terrorisme et du djihadisme. Il faut saluer leur bravoure, leur vaillance au combat. Donc il nous faut nécessairement un ordre de la défense et de la sécurité. Nous avons la palme académique qui vise à récompenser nos meilleurs chercheurs, nos meilleurs scientifiques et nos meilleurs créateurs et inventeurs. On a l'ordre du mérite artisanal, on a l'ordre du mérite sportif, l'ordre du mérite féminin pour tous ceux qui, hommes comme femmes, travaillent à la promotion du genre. Donc, et en plus de ces ordres-là, qui sont au nombre de 10 aujourd'hui, nous avons créé le prix du grand maître parce que ne sont reconnus dans nos ordres que ceux qui ont au moins 10 ans d'ancienneté et 30 ans d'âge. Or, il y en a qui sont précoces dans l'excellence et dans le mérite. Faut-il les laisser? Non. Donc, d'où la création du prix du grand maître. Actuellement, nous sommes en phase d'implémentation de ces ordres-là. Ces réformes actuellement en phase d'implémentation traduisent la volonté des autorités béninoises de doter le pays d'un système honorifique plus inclusif et adapté aux réalités contemporaines. Elles s'inscrivent dans une dynamique de valorisation du mérite et du service à la nation portée par la Grande Chancellerie des Ordres nationaux. En marge de cette présentation, Madame Mariam Chabit Alata a souligné l'importance pour la représentation diplomatique de s'approprier ces évolutions afin d'en assurer la promotion auprès des partenaires institutionnels et des communautés francophones en France. Cette démarche vise notamment à renforcer la compréhension et l'impact des distinctions nationales béninoises dans un contexte international, en particulier au sein des cercles diplomatiques et institutionnels de la francophonie. L'entretien a été marqué par un dialogue constructif entre la vice-présidente et l'ambassadrice, favorisant une meilleure appropriation des réformes par les cadres de l'ambassade et une coordination accrue dans la promotion des initiatives béninoises auprès de l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres partenaires. Cette rencontre illustre la volonté du Bénin de renforcer son rayonnement culturel et diplomatique, ainsi que l'intégration des institutions nationales dans les réseaux francophones internationaux. Et nous parlons environnement à présent. Avoir un espace vert chez soi est-il aujourd'hui un luxe inutile ou une véritable nécessité? Vous allez le voir, dans les maisons, les jardins et coins de verdure jouent un rôle clé pour la santé, le bien-être et la protection de l'environnement. À quoi servent ces espaces verts? Pourquoi les entretenir et pourquoi les avoir? Le dossier environnement signé Fallon Kisezono répond à ces questions. Des fleurs de toutes couleurs et de toutes tailles, des pelouses soigneusement entretenues, des formes et des designs pensés pour apaiser le regard. Petits ou grands, les espaces verts s'invitent de plus en plus dans nos maisons, transformant les cours et les jardins en véritables havres de paix.
Dans cette maison, Imelda et sa famille vivent au rythme de leur espace vert depuis quelques années déjà. Un coin de nature devenu selon elle une source quotidienne de bonheur et de sérénité. J'avoue que c'est un grand plaisir de respirer de l'air frais chez soi et il faut dire que ces plantes y contribuent. Donc ça fait du bien, c'est plaisant. Un confort naturel qui nécessite un entretien régulier. Ici, chez Imelda, le jardinier ou le paysagiste passe régulièrement pour l'arrosage. C'est le cas ce matin. Mais au-delà de l'entretien, la création d'un espace vert ne s'improvise plus. De plus en plus, les propriétaires font appel à des concepteurs spécialisés, des professionnels capables d'imaginer, de structurer et d'harmoniser la nature avec l'architecture de la maison. Herman en est un. Nous sommes ici devant un des projets que vous avez réalisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Là, vous avez l'entrée. Ça, c'est le portail d'entrée. Lorsque vous rentrez, on a proposé des pas japonais. Dans la maison, il faut forcément avoir des éléments sur lesquels vous allez circuler et confortablement. Donc, pour ce projet, on a proposé les pas japonais, comme vous l'observez là. Donc, vous avez les pas japonais qui sont organisés comme ceci, de cette façon. Et là, vous avez un palmier bambou. Un palmier bambou. Lui, son tronc ne grossit pas. C'est pourquoi on l'adopte dans des maisons, voilà, pour ne pas surcharger la maison. Et au loin ici, contre cette clôture, vous avez les sansevieria, la lampe de ma belle-mère. Voilà. Et ici, maintenant, c'est un jardin rocailleux qu'on a proposé. Les espaces verts dans les maisons, c'est aussi une action pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. Une maison qui n'a pas d'arbres, c'est comme si quand vous respirez, tout ce que vous libérez comme oxygène, votre voisin prend et vous libère pour lui, ainsi de suite. Et l'air est saturé. Il n'y a rien qui puisse purifier l'air là. Même si vous avez des ventilos, vous avez de climatisation, c'est l'air chargé de CO2 là qui est brassé. Et c'est ça que vous reprenez à chaque fois. Retenez que sur un espace de 500 mètres carrés environ, il faut au moins réserver un tiers de cette superficie à la végétalisation de nos maisons pour en profiter énormément. Donc c'est très important. Tout ça doit être ancré dans nos planifications au niveau des mairies. Les documents d'urbanisme doivent intégrer cela dans leurs notions pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures-là. Des bienfaits pour la santé, un confort climatique amélioré et un geste fort pour l'environnement. Même à petite échelle, chaque espace vert compte et participe à l'équilibre climatique et à la préservation de notre cadre de vie. Alors, pourquoi s'en priver? Sur un tout autre registre à présent, les résultats des élections communales révèlent 963 sièges pour l'Union progressiste Le Renouveau et 852 pour le Bloc républicain. Pas de place pour la force Cori pour un Bénin émergent dans les 77 communes du pays, alors qu'un accord de gouvernance avait été signé avec l'UPR et avec l'EBR. Comment expliquer que la FCBE n'ait obtenu aucun siège malgré cet accord? Rachidat Biomama a posé la question à un expert en gouvernance locale, suivant les éclairages de Franck Keneva. La surprise, l'étonnement que les gens manifestent par rapport à l'absence de FCBE dans le partage des sièges pour les communales n'est pas fondé. Parce que l'accord de coalition parlementaire n'intervient pas pour les élections communales. Pour les élections communales, c'est 2 seuils de représentativité, 10% au niveau national et 10% au niveau de l'arrondissement. Donc, c'est l'élément déclencheur pour que le parti en liste puisse participer au partage des sièges. Nous devons avoir à l'esprit la finalité de la réforme du système partisan. Cette finalité, ce n'est pas de faire les accords de coalition parlementaire. En réalité, la finalité de la réforme du système partisan, c'est qu'il y ait moins de partis politiques, qu'il y ait 2 ou 3 grandes formations politiques capables de représenter 10%
au niveau national, 20% au niveau des circonscriptions électorales pour les législatives et 10% dans chacun des 546 arrondissements. Les partis politiques qui ne sont pas admis au Parlement et qui ne contrôlent aucune collectivité territoriale, c'est-à-dire qui n'ont aucun conseiller communal, ces partis-là ne sont pas forcément empêchés d'animer la vie politique. Ces partis ne vont pas bénéficier des subventions de l'État qui sont calquées sur les élections communales et législatives. Mais si nous devons rester dans l'esprit de la réforme, il faut que ces partis politiques tirent leçon, exactement comme le PRD l'a fait après les élections de 2020, aller à la fusion, exactement comme la Renaissance nationale a eu à faire. Il ne sert à rien d'animer un parti politique alors que pertinemment vous savez que vous n'aurez pas les 10% au niveau national. Et après ces résultats du scrutin du 11 janvier dernier, historique de par le jumelage des législatives et des communales, quels sont les grands enseignements à tirer dans l'attente de la présidentielle prévue pour le 12 avril prochain? Renaud Akakpo, Alexis Kenom et Arnaud Adadja nous apportent des précisions dans le reportage qui suit. Les élections couplées législatives et communales du 11 janvier dernier ont livré leur verdict. Ils étaient 5 partis en lice pour ce double scrutin, mais à l'arrivée, seulement 2 ont su tirer leur épingle du jeu. Sur les 109 députés attendus au palais des gouverneurs pour la 10e législature, l'Union progressiste Le Renouveau arrive en tête avec 41,15% des voix et obtient 60 sièges. Bis repetita pour les élections communales où les 2 grands partis de la mouvance présidentielle ont également réalisé un raz-de-marée avec dans leur escarcelle l'ensemble des sièges en compétition. 39 mairies qui seront désignées par l'UP et 38 par le BR. La somme fait 77. Le verdict de ce double scrutin pourrait-il redessiner l'échiquier politique dans les mois et les années à venir? La question mérite d'être posée car les fortunes sont diverses d'une chapelle politique à l'autre. Le Bloc républicain, c'est le parti qui substantiellement a tiré son épingle du jeu à l'occasion de ces 2 scrutins en talonnant sérieusement et à une mairie près, je crois, le parti Union progressiste. Et si on ne prend que ça comme indicateur, ça montre quand même qu'il y a du coude à coude qui va peut-être tourner à de la rivalité. Avec 16% des suffrages aux élections législatives, soit environ 452 000 voix sur les 2 800 000 votes exprimés, le parti Les Démocrates n'a pas réussi à atteindre le seuil de 20%. Dans chacune des 24 circonscriptions électorales, condition indispensable pour entrer au Parlement. Quel avenir politique pour ce parti, la principale formation de l'opposition au Bénin? La question alimente déjà les débats et suscite moult commentaires. Pour un parti comme les démocrates qui a fait quand même 16% aux législatives, c'est la seule élection à laquelle ils ont été qualifiés. C'est un capital inestimable, donc ils ne partent pas de zéro. Et 7 ans, ça peut paraître une éternité, ça peut désespérer, ça peut amener les plus opportunistes, les plus impatients à quitter pour aller voir ailleurs. Bien que signataire des accords de coalition avec l'UPR et le Bloc républicain, le parti Moël Bénin est arrivé en peloton de queue avec 1,21% des voix obtenues à l'issue des législatives de 2026. Même si elle a encore une carte à jouer au cours de la présidentielle du 12 avril prochain, la FCBE n'a pas brillé par ses scores au soir du double scrutin. Avec 0 député et 0 maire, la fausse corie pour un Bénin émergent est loin d'être un foudre de guerre, ce qui met d'emblée le candidat de la mouvance Romuald Wadaï dans une position d'ultra favori pour la présidentielle de 2026. Pour l'Assemblée nationale, il aurait fallu avoir des députés. Bon, pour les mairies, ils ne sont même pas dans les conseils communaux. D'ici 3 mois, effectivement, il y a des tendances lourdes qui sont là. On a des indications chiffrées. Sauf accident,
sauf trébuchement exceptionnel, on voit à peu près dans quel sens iraient les choses. Près de 9 millions de Béninois appelés aux urnes le 11 janvier dernier, ils seront tout autant pour la présidentielle. Mais pour quel taux de participation? L'ouverture tardive de certains bureaux de vote lors du double scrutin n'est pas sans conséquence sur la mobilisation des électeurs. Lorsque nous avons eu des retards importants, 2 heures, 3 heures à des endroits, nous-mêmes on a eu un peu peur pour dire qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que nos compatriotes vont tolérer ça? Ça ne va pas se reproduire. D'autant que nous avons déjà les matériels qui sont... Nous n'aurons pas à les redéployer. Je ne pense pas qu'on va encore avoir à vivre ça. Le compte à rebours est désormais lancé pour la présidentielle de 2026 avec un landerneau politique en perpétuelle métamorphose. Et à tous. Merci à vous, Victorine Bondé. Bonne journée à vous également. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une petite pause, une toute petite pause pour vous revenir dans la rubrique qui va suivre. Et ce matin, je vous annonce que depuis lundi, c'est avec Timothée Mouton que nous réalisons cette émission, sans oublier Daniel Ada et tous les autres collègues. J'aurai le temps de vous les présenter. Voici la pause et on revient. Ce matin, je vous l'avais dit, nous parlons de bijoux. Est-ce que vous savez que les bijoux que vous portez pourraient avoir une influence sur vous? Eh bien, on va en parler avec l'invité d'Amandine Adiambossou que nous accueillons après ce tapis. Amandine Adiambossou, bonjour. Alain Sotume, bonjour à vous. Comment vous allez? Ça va super bien, tranquille. Vous avez décidé aujourd'hui de nous faire découvrir le monde des bijoux fabriqués au Bénin. Des bijoux énergétiques fabriqués à base de pierres naturelles. Et comme vous le savez, les pierres énergétiques, elles sont des minéraux naturels. Elles se forment donc au cœur de la Terre pendant des millions d'années et sont variées. Chaque pierre possède une énergie vibratoire unique liée à sa composition chimique, sa couleur et sa structure cristalline. Selon certains scientifiques, ces pierres peuvent être utilisées pour harmoniser les émotions, le corps et l'esprit. Donc on y voit donc des éléments décoratifs ou de beauté, mais ces joyaux de la terre ont des propriétés énergétiques uniques, susceptibles d'influencer le bien-être physique et mental de l'individu. Pour en savoir un peu plus, nous recevons ce matin Madame Euriel Angélique Vignibé. Elle est fabricante de bijoux énergétiques. Bonjour Madame. Bonjour Madame Amandine. Vous travaillez dans le domaine de l'artisanat et vous êtes une créatrice de bijoux à base de pierres énergétiques. Dites-nous déjà pourquoi avoir fait le choix de fabriquer des bijoux avec des pierres énergétiques. Merci beaucoup. Bon, pour commencer, à la base, je suis joaillière. Donc, je fabrique des objets artisanaux à base de perles simples. Et quand j'ai commencé, c'était juste après mon bac. Donc, je voulais juste me faire des sous pour pouvoir gérer les photocopies de l'université et tout ça, voilà. Et quand j'ai commencé, faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait des pierres comme les pierres naturelles du style de l'œil de tigre. Et de base, je suis quelqu'un qui n'aime pas porter les choses pour porter. Chaque chose a un sens, chaque chose a une signification. Et il faut pouvoir accorder cette signification avec qui on est. Donc, en apprenant à me connaître, en sachant qui je suis, mon identité et tout ça, je me suis tout de suite reconnue à travers ces pierres qui m'ont vraiment fascinée quand je les ai découvertes. Et donc, passion, 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 j'ai fait plus de recherches et voilà, ça s'est fait tout naturellement. Tout naturellement. Oui. Et quel est alors le rôle d'un bijou énergétique sur celui ou celle qui le porte? Alors, un bijou énergétique vient ici apporter déjà son énergie de base. C'est la terre. La terre fait recours à tout ce qui est ancrage, tout ce qui est énergie depuis la création. Donc, ces bijoux, ces pierres-là viennent déjà avec cette force. Et lorsque vous les portez, selon la signification de chaque pierre, elles viennent vous conférer cette énergie-là et elles vous rappellent aussi l'intention avec laquelle vous la portez. Chaque pierre a sa vertu, mais dépendamment de la personne, elle va agir plus ou moins différemment. Et cette différence,
c'est nous qui devons la définir. C'est-à-dire que si je vous confectionne un bracelet en œil de tigre, comme ce que M. Alain porte à son poignet. Donc c'est ça qu'on appelle œil de tigre. Que j'aime bien. Marron qui a des effets dorés chatoyants. Oui. Cette pierre est reconnue pour ses vertus de confiance, de courage et de stabilité émotionnelle. Donc là où il est confiant. Oui. Il a une stabilité émotionnelle. Vous êtes sûr? C'est un travail qu'on fait ce soir. Ok, d'accord. Comment ça se fait alors ce travail? C'est des petits rituels, pas des petits rituels au quotidien. Par exemple, chaque matin, moi, je porte l'œil de tigre à mon poignet et je l'ai associé à de la citrine. Pourquoi? La citrine est une pierre d'optimisme. C'est une pierre qui apporte de la joie et de la positivité au quotidien. Et associée avec l'œil de tigre, elle augmente, elle booste la confiance. Donc, chaque matin, quand moi, je vois ce bracelet... Si vous en avez devant vous, est-ce que vous pouvez montrer un peu pour qu'on voit de quoi vous parlez, l'œil de tigre et la citrine, oui. L'œil de tigre, qui est juste là. Chaque matin, quand moi, je le porte, il me rappelle que je ne suis pas n'importe qui, que je suis une personne forte. Et il me rappelle tout ce que j'ai comme background en tant que personne. Pas une question d'études, pas une question de... Non, mais... On est fort, naturellement, on est puissant. Et on a tendance à oublier cette force-là que nous possédons à cause des activités du quotidien. Il y a le stress, la famille, on doit chercher l'argent, tout ça. Et quand on oublie cette force-là qu'on a, ces pierres-là viennent nous aider. Quand je prends le cas de l'agate, qui est de couleur, il y en a de plusieurs couleurs. Il y en a de rose, de violette, de verte. Celle-ci, c'est l'agate beige. C'est une pierre d'ancrage. Si vous êtes quelqu'un qui est naturellement agité à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des énergies qui se bousculent, vous avez beaucoup de pensées, c'est une pierre qui va venir vous recentrer. Et ces pierres-là peuvent être aussi utilisées pour faire vos prières quotidiennes, comme l'améthyste. L'améthyste, c'est celle que je porte à mon cou. C'est une pierre fortement spirituelle. En dehors d'apaiser la personne qui la porte, elle aide aussi à remonter vos énergies haut en utilisant les 7 chakras. Les 7 chakras, ok. L'améthyste est liée au chakra coronal. Donc, quand vous alignez les bijoux que vous portez et que vous les positionnez au niveau de chaque chakra, en vous concentrant et en méditant, vous arrivez à équilibrer vos énergies. Tout est une question d'intention. Et quelles sont les pierres que vous utilisez souvent? Les pierres que j'utilise souvent, la plus commune, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre. Quand vous voyez ce bijou, par exemple, vous savez que c'est quelque chose qui se trouve généralement un peu partout, même s'il y a quand même des imitations. Il y a beaucoup d'imitations et il faut pouvoir faire la différence entre le vrai et ce qui est fake, si je peux le dire ainsi. Donc, en dehors de l'œil de tigre, il y a l'améthyste, qui est encore à mon poignet. Et il y a la citrine. Ça, on en a parlé. Maintenant, ma question à Mme Vignibé, je voudrais savoir comment est-ce que, d'abord, vous vous procurez cette pierre et comment vous arrivez à faire la différence entre le faux et le vrai. Et le vrai. Alors, ces pierres, il y en a... On n'a pas de gisement de ces pierres-là au Bénin, mais il y en a en Afrique. Il y a des gisements au Kenya, en Angola, en Tanzanie et aussi en Afrique du Sud. Et par rapport à l'approvisionnement, c'est une question de recherche. Moi, j'ai commencé il y a 4 ans. Donc, j'ai eu le temps de sillonner, de faire beaucoup de veilles, de tester beaucoup de fournisseurs. Jusqu'à présent, j'ai pu établir une liste fiable de fournisseurs. Je sais que ceux-là, ils me fournissent de la bonne qualité. Ils savent ce qu'ils me produisent. Il y en a qui proposent des vraies pierres, mais qui ne savent pas ce que ces pierres-là font réellement. Et c'est dangereux. Quand vous allez chez quelqu'un qui sait déjà qui connaît déjà la valeur de ces pierres, il est en mesure de vous communiquer également d'autres informations par rapport à ce produit. Mais quelqu'un qui ne sait pas, il peut faire des mélanges, on peut le tromper lui aussi, et ça, après, agit sur l'artisan qui va s'en procurer. Ça ne va vraiment pas jouer son rôle, en fait. Non, ça ne jouera pas son rôle. Maintenant, pour tester la qualité, ça se fait par le feu. Le feu? Oui. Les perles, les pierres naturelles, lorsque vous allez les flamber au briquet, non seulement elles ne vont pas changer de couleur, mais également elles vont se chauffer
mais sans dégager de mauvaises odeurs. Le plastique, dès que ça c'est en contact avec le feu, naturellement, ça fond, ça sent mauvais et tout ça. Maintenant, il y a aussi les perles qui sont faites en verre. Et la différence avec celle de là est beaucoup plus délicate. Parce que le verre a des propriétés, il ne réagit pas directement face au feu. Mais à l'odeur, ça se sent. Quand on chauffe du verre, à l'odeur, ça se sent. Et il y a également des techniques avec les rayons UV qu'on peut utiliser pour déterminer les inclusions à l'intérieur des verres. Quand vous voyez les pierres naturelles, elles ne sont pas parfaites. Elles sont certes polies, elles sont certes lisses, mais on voit très bien qu'il y a des inclusions, on voit très bien qu'il y a des petits détails. Ce n'est pas parfait, mais le verre, lui, il est parfait. Quand je prends celle-ci, c'est la Goldstein couleur marron. Il y en a également en bleu nuit. Et ici, c'est un mélange. Ici. Vous allez voir que cette pierre-là, elle est parfaitement belle, elle est parfaitement lisse. Il y a aucune... c'est en verre? Oui, c'est fabriqué artificiellement. Mais ceci, c'est une roche naturelle. Alors, quand on prend les perles en verre et en roche, est-ce qu'il y a des risques de brisure de l'un ou de l'autre, de façon accidentelle, par exemple? Et est-ce que ça ne pose pas un problème de sécurité pour celui qui le porte? De façon générale, les pierres naturelles sont assez résistantes. Quand on prend les pierres naturelles, il y a deux catégories. Il y a les pierres semi-précieuses et il y a les pierres précieuses. C'est parmi les pierres précieuses qu'on va citer le saphir, l'émeraude et le diamant, qui est la pierre la plus dure. Et ça se fait avec l'échelle de Mohs. Et les pierres semi-précieuses, par exemple, sont de dureté entre 5 et 7. Alors que les pierres précieuses sont de 7 à 10. Pardon. Donc déjà, par rapport à la dureté, on a la confirmation que ce n'est pas une pierre qui va juste tomber et se casser. Ce matin, quand je les emballais, par exemple, il y en a une qui m'a échappé des mains. Mais je ne peux plus vous dire laquelle parce qu'aucune d'elles n'a rien eu. Moi j'ai une question. Le verre se casse. Moi, j'ai une question à vous poser. Par exemple, quand je viens vers vous, comment vous pouvez déterminer quelle pierre me correspond? Généralement, ceux qui viennent vers moi, on passe d'abord par une étude de la personne. Comment se fait l'étude? Oui. Quand vous me contactez, par exemple, et que vous vous présentez, moi, je vais vous demander quelle est votre date de naissance et si vous connaissez également votre heure précise de naissance. Parce que quand chaque personne vient au monde, les astres sont alliés d'une façon bien spécifique. Et selon l'alignement de ces astres-là, on arrive à déterminer un peu quels sont les caractéristiques ou quels sont les comportements ou quels sont les défis auxquels cette personne sera confrontée au cours de sa vie. Donc déjà, moi, je fais cette étude en avant par rapport à l'astrologie, par rapport à la numérologie. Et ensuite, je vais vous demander dans votre vie quotidienne, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quelles sont les sensations conflictuelles que vous avez au plus profond de vous. Et lorsque vous me les communiquez, je vais maintenant vous demander quelles sont vos activités quotidiennes, parce que c'est aussi important. Un étudiant aura de la facilité à porter un bracelet simplement fait comme ça. Mais par exemple, une présentatrice télé ou un communicant, on va légèrement modifier le modèle pour que ce soit assorti à son habillement au quotidien et que ça lui facilite ses activités quotidiennes. Et une fois que tous ces éléments-là sont en ma possession, moi, je vais faire une liste des pierres qui répondent à votre besoin. Et ensuite, établir la compatibilité dans cette liste-là entre vous, votre identité, qui vous êtes, et ces pierres-là, l'énergie de ces pierres-là à la base. Est-ce que les deux sont compatibles? Et une fois que je suis sûre que c'est compatible, je vérifie une troisième chose. Est-ce que ces pierres-là qui sont compatibles avec votre besoin et qui vous êtes sont compatibles entre elles? Parce qu'il y a des pierres qui ne se mélangent pas. C'est tout un travail? Oui. Et pour confectionner, par exemple, un bracelet comme ça, il vous faut combien de temps? Ça peut varier en fonction de mes occupations du quotidien. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai une licence en microbiologie et actuellement, j'ai commencé mon master. Donc, je gère avec les deux. L'étude peut carrément prendre 24 heures si je suis libre. Mais si je ne suis pas trop libre, ça peut prendre banalement une semaine. Donc, tout ça, c'est communiquer au client à l'avance. À tel moment, je vous reviendrai. Et là, je suis sûre de faire le travail au calme et de fournir une expérience de qualité. Et ceux qui viennent vers vous sont souvent satisfaits? Oui, vous avez des retours? Oui. Moi-même, j'ai fait cette expérience-là, encore tout récemment, que j'ai partagée sur mes réseaux sociaux, avec l'œil de tigre, qui, comme je l'ai dit... Vous parlez souvent de l'œil de tigre? Oui, c'est une pierre vraiment magnifique. Donc, Alain Sotumé a su faire le bon choix. Oui. En fait, cette pierre-là,
on peut dire que n'importe qui peut la porter. Voilà. Tout le monde peut la porter, en fait. Mais par contre, le rubis, le grenat, ce sont des pierres qui vont beaucoup plus aller au signe du bélier, par exemple, ou au signe de feu. OK. Chaque signe également avec sa pierre. Bien sûr. Justement, la question que Amandine avait posée est importante et moi, je voudrais savoir davantage. Qu'est-ce qui peut arriver, par exemple, à Amandine quand elle porte des bijoux, des pierres qui ne correspondent pas à son être intérieur? Alors, ça rejoint en fait la question de la sensibilité énergétique et émotionnelle. Il faut pouvoir être conscient de qui on est et conscient de ce qu'on met sur soi. Si par exemple, moi, le grenat n'est pas une pierre qui est très compatible avec moi. Moi, c'est beaucoup plus l'améthyste. Voilà. Donc, lorsque moi, je vais me mettre à porter un grenat, je vais peut-être sentir un conflit à l'intérieur de moi où mon énergie va changer. Vous savez, votre aura, ça se ressent. Quand vous entrez dans une pièce, votre aura se ressent. Et les pierres, lorsque vous portez les pierres qui sont compatibles avec vous-même, elles décuplent votre aura. Ce n'est pas physiquement visuel, mais ça se ressent. Ça se ressent. Vous allez sentir qu'il y a des tiraillements, il y a des petits conflits. Il faut faire attention à chaque détail. Le ressenti est très important. Oui. Et comment, quand vous prenez une pierre par exemple, comment, lors du travail, comment arrivez-vous à combiner la pureté et le côté énergétique de la pierre? La pureté. La pureté dans quel sens? Quand on prend une pierre, elle est pure. Oui, on peut le dire. OK. De façon générale, les couleurs portent une énergie. Donc, les pierres qui sont de même couleur, on aura tendance à leur attribuer des vertus similaires. Quand je prends par exemple la couleur violette que M. Alain porte sur lui, c'est une couleur qui est royale. C'est une couleur qui est spirituelle. C'est une couleur qui, quand vous la portez, elle va attirer l'attention sur vous à un niveau supérieur. Lorsque vous portez du rouge, par exemple, le rouge est lié à la passion, le rouge est lié à la force, le rouge est lié à tout ce qui est énergétique, fort et puissant. Donc, toutes ces couleurs-là, quand vous les agencez, doivent avoir une certaine harmonie. Donc, c'est déjà l'harmonie visuelle, c'est l'harmonie avec les activités du client et c'est de pouvoir les agencer pour qu'elles soient visuellement esthétiques. Parce que moi, je fabrique des bijoux qui sont beaux et qui sont utiles. Au-delà du caractère spirituel de la chose, il faut quand même que l'esthétique soit au rendez-vous, c'est ça? Bien sûr, c'est très important. Parce que je travaille avec des personnes qui sont des personnalités publiques ou qui sont visuelles ou qui sont à un certain niveau également. Et je ne peux pas leur faire porter n'importe quoi. Exactement. Il faut qu'ils soient fiers. Vous devez être fiers de porter votre bijou. Il faut que quand vous le portiez, on sente que oui, vous aimez ce que vous portez, vous êtes là, vous êtes présent en fait. Oui, ça fait beaucoup de différence. Madame Vingbe, pour finir, pourquoi porter des bijoux en pierre énergétique? Porter des bijoux en pierre énergétique, c'est comme prier. C'est un rappel quotidien de je suis fort, je suis calme, je ne suis pas agitée, je ne suis pas nerveuse, je m'aime, j'aime qui je suis, j'aime ce que je fais, j'aime mon entourage, j'aime ma vie. C'est un rappel de tout ça. Et les porter au quotidien, ça va vous permettre de vous rappeler ces différents éléments qui font qui vous êtes. Et ça vous permet également, ça va impacter vos actions au quotidien plutôt, vos activités, votre confiance de façon générale. Merci beaucoup à vous. Avant de conclure, il y a une question qui me brûle les lèvres. Les perles, enfin, les bijoux en pierre énergétique, ces bijoux se portent où, à quels endroits du corps? Alors, les bijoux énergétiques, il y en a pour le quotidien et il y en a pour les occasions spécifiques. Je m'explique. Les bijoux du quotidien, on peut citer l'œil de tigre. Parce que l'œil de tigre, en dehors d'apporter la confiance, c'est un bouclier énergétique. Il va filtrer les énergies qui vous entourent. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est souvent confronté à rencontrer beaucoup de personnes au quotidien ou à être présent dans la foule, c'est une pierre qui va vous aider. Vous pouvez la porter tous les jours. Il suffit de vous assurer de la purifier et de la recharger pour conserver son efficacité. Mais quand je vais prendre le cas de la lapis lazuli que j'ai apportée, c'est une pierre de couleur bleue
et qui va beaucoup plus vous aider pour les présentations. Quand vous êtes un communicant ou quand vous êtes une personne qui doit exposer ou qui est de nature timide, cette pierre-là va vous accompagner à être plus confiant quand vous faites votre présentation. Et quand je prends le cas de la labradorite, c'est également une pierre qui va, au-delà de vous apaiser, agir sur votre énergie de façon spirituelle et va aussi filtrer toute énergie négative qui vous entoure. Oui. La question de Alain, en fait, il voulait savoir si on les porte à la hanche. Oui, exactement. En fait, c'était la réponse qu'il attendait, en fait. Tout le reste. OK. Il y a des personnes qui n'aiment pas afficher leur amour pour les pierres naturelles. Et pour ces personnes-là, on confectionne également des bayas et on agence les pierres naturelles avec les rocailles ou les perles en verre pour qu'elles puissent le porter, être à l'aise avec elles-mêmes et bénéficier des bienfaits de ces pierres-là. Exactement, oui. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame. Merci d'être à passé sur ce plateau. Alain Sochuma. Merci Amandine Niabossou. Toutes les informations. Et oui, je pense que vous avez bien fait d'aborder le sujet parce qu'il n'est pas rare de trouver dans les rues de Cotonou, sur les places publiques, des vendeurs ambulants de bijoux. Et donc, c'est important de faire la différence entre ces objets-là et savoir à quoi s'attendre réellement quand on les porte. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne journée, Madame Vénigwe. Merci beaucoup. Merci à vous, Amandine. Bonne journée. Merci. Allez, d'une rubrique à une autre, on va ranger les bijoux, on va quitter le monde des pierres énergétiques pour parler maintenant politique. Nous allons faire une analyse des résultats des législatives et communales de 2026 qui se sont déroulées il y a quelques semaines déjà. Quel regard l'on peut porter sur ces résultats et désormais, comment est-ce que l'échiquier politique national va s'animer? Comment est-ce que les acteurs en présence vont se positionner pour les 7 années qui arrivent? Élément d'analyse avec notre invité que nous installons avec ce tapis. Sur ce plateau, Joël Ataï-Guédégbé, bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes expert en gouvernance et acteur de la société civile. C'est bon. Alors, quelle lecture faites-vous des résultats donnés par la Sénat en ce qui concerne les législatives et surtout les communales? Oui, c'est des résultats fatalement imbriqués et chacun note désormais que 2 partis tirent leur épingle du jeu. Pas besoin de les rappeler. Mais la question qui se pose davantage est celle du sort de ceux qui n'ont pas pu se qualifier. S'agissant des dernières élections ou des derniers résultats, c'est la FCBE qui était attendue. On aurait bien voulu savoir s'ils pouvaient se maintenir ou pas. Alors que depuis 2023, ils ont du mal à atteindre le seuil d'éligibilité des 10%. Cela s'est confirmé sur les 2 derniers scrutins, notamment les législatives et les communales. Les législatives, ça aurait pu s'expliquer par la présence des démocrates qui sont un peu leurs concurrents dans leur champ politique de l'opposition. Oui. Mais pendant qu'on est au communal et où les démocrates n'ont pas été candidats, on se rend compte que ça ne profite pas plus au FCBE. Et certes, leur score s'améliore relativement par rapport aux législatives, mais toujours est-il que les 10% n'ont pas pu être franchis et donc ils seront absents des conseils communaux. Et comme beaucoup de partis, non seulement ceux qui ont participé aux élections, mais finalement la dizaine d'autres partis qui n'ont pas pu prendre part à ces élections. Alors, pendant 7 ans, ça veut dire que ces partis également ne pourront pas compter dans la nomination des chefs quartiers et chefs villages. La loi dit désormais, ou stipule désormais que ce sont les partis qui ont pu lever des sièges au niveau communal qui désignent les chefs quartiers de village. Et donc, ces élections nous offrent un maillage aussi complet que possible, et en tout cas au niveau quartier, pour ce qui concerne les chefs et au niveau des villages. La loi ne dit pratiquement rien sur les conseils de quartier, de village. Mais il n'empêche, c'est quand même des positions enviables
pour tout parti qui cherche à mailler le pays, à s'appuyer sur un minimum de ressources humaines engagées, et notamment pour continuer à toucher les électeurs et à faire passer les mots d'ordre, voire à faire remonter les aspirations des populations. Alors, Joël Ataï-Guédébé, comment est-ce que vous comprenez que malgré l'accord de gouvernance signé avec les partis de la mouvance présidentielle, la FCBE n'a pas pu faire agir les électeurs UP et BR pour lui donner assez de voix au communal pour enfin, je ne sais pas... J'en souris à l'avance parce qu'on oui. Ne se fait pas de cadeaux, ce n'est pas la République de Bisounours. Vous aurez vu que entre UP Le Renouveau et démocrates, le match a été très serré et que des animosités s'expriment par-ci, par-là, malgré les efforts des directions pour canaliser... les ardeurs, on va dire. Oui, les ardeurs, disons les aigreurs à la limite, parce que personne n'est content de perdre, et fût-on des amis. Et donc, la FCBE ne pouvait pas espérer quelque miracle que ce soit, parce que c'est un positionnement compliqué que de quitter ou de se revendiquer de l'opposition tout en passant des accords avec des partis des partis de gouvernement ou des partis au pouvoir. Oui. Et ailleurs, ça se fait. Mais l'électorat ici ne semble pas encore prêt à accepter la chose. Dans la plupart des démocraties européennes, c'est plutôt légion. Il est rare qu'un seul parti dirige entièrement un parlement, encore plus un gouvernement. C'est généralement des gouvernements de coalition. Mais ici... il n'y a pas eu réellement une pédagogie en la matière. Donc ça paraît comme un mariage incestueux, incestueux ou alors inacceptable à la limite. Et toujours est-il que avoir le taux de bulletins nuls qui fait le double pratiquement de ceux qui ont été relevés au niveau des législatives. Comment est-ce que ça s'explique ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? Il y a plusieurs problèmes. Je ne peux que tenter une réponse. On ne peut pas penser que l'électeur béninois ne sait pas voter, n'a pas maîtrisé la technique de vote. Après plus de 30 ans d'expérience électorale quand même. Maintenant, il y a des disparités par endroit. Il n'y a pas eu le cachet. Moi-même, j'ai voté, on m'a fait voter avec mon pouce sur l'encreur. Je ne sais pas quelle validité a-t-on accordé finalement. En lieu et place du cachet. En lieu et place du cachet. Même là où des bureaux ont commencé en retard, la Sénat n'a pas été en mesure de fournir ce cachet. C'est une violation du droit des électeurs, c'est une négation de ce droit-là. Alors, est-ce que ça a été jusqu'à l'annulation des bulletins qui ont été estampillés comme ça? C'est une première question. La Sénat nous doit des explications, surtout que pour les communales, elle est habilitée à proclamer les résultats définitifs et donc elle a pu discerner entre les bulletins valables ou non. Deuxièmement, l'électeur peut choisir de rendre non valable un bulletin en cachetant ou en mettant plusieurs choix. Et ça, c'est son choix délibéré. C'est son expression délibérée. C'est un message certainement d'exaspération. Avec un scrutin où il y a 2-3 partis, dont un seul de l'opposition, il est possible que les électeurs des démocrates n'aient pas voulu plus reporter leur voix vers la FCBE et aient pu manifester une forme de mécontentement, de rejet de la FCBE. Donc la FCBE a subi une forme de sanction et peut-être aussi, et surtout, probablement, n'a pas su d'abord convaincre davantage d'électeurs de les suivre. Par endroit, des figures importantes de la FCBE ont fait des scores importants, mais il y a le fatidique seuil des 10% à franchir, donc si bien que ça annule les efforts importants, et en tout cas respectables, qui ont pu être observés par endroit. Et donc, il y a un problème d'ajustement pour la FCBE, de positionnement. C'est un positionnement centriste, un peu go-between, mais qui n'est pas récompensé à l'arrivée. Comment est-ce que ce parti, qui est quand même appelé à présenter un candidat pour la présidentielle, va pouvoir articuler son discours, d'autant qu'il est aussi en accord de gouvernance et est censé être partie prenante de l'équipe qui va gouverner à partir de mai prochain.
Alors, est-ce qu'on peut être déjà engagé à gouverner ensemble tout en compétissant contre quelqu'un? Jusqu'à quel point cela peut-il être crédible pour l'électorat? Par quelle alchimie la FCBE pourrait-elle signaler sa particularité aux électeurs? Elle a une dernière chance, une ultime chance au moins, à travers la présidentielle, de servir quelque chose et de tirer son épingle du jeu. Justement, de plus en plus de voix s'élèvent, de plus en plus d'observateurs se disent comment est-ce qu'une force politique qui a bénéficié quand même du financement public n'a pas su élever le moindre siège n'importe où sur le territoire national? Sur quelle base d'électorat la FCBE va pouvoir convaincre les Béninois d'élire son candidat président de la République? L'argent ne fait pas tout. Le financement public est certes substantiel et utile à beaucoup de choses. Ceux qui ne l'ont pas savent ce qui leur manque. Même les démocrates se plaignent d'avoir été privés de ce financement. Je ne sais trop pour quelle raison. Je veux les croire, mais par rapport à la loi, je suppose peut-être qu'ils sont en porte-à-faux par rapport au dépôt des rapports et que sais-je encore. Ce n'est pas le sujet. Mais tout l'argent du monde ne vous fera pas plus élire. Les gens prendront votre argent et puis n'en feront qu'à leur tête. Et les Béninois, quel que soit avant la réforme comme après la réforme, démontrent une constante. Ils votent utile. Ils orientent la majorité de leur suffrage vers une minorité de partis. Quand on parlait de 200, 300 partis, c'est une douzaine de partis qui étaient véritablement actifs. Oui, qui non seulement, mais qui surtout concentraient les suffrages. Et oui, quelquefois, on parlait de majorité à géométrie ou bien d'assemblée à géométrie variable. Actuellement, il y a moins de fragmentation, il y a plus de polarisation. Mais fondamentalement, c'est l'électeur lui-même qui a orienté ses suffrages de manière massive, comme on a pu le voir. Les deux premiers partis restent plus de 2 millions, enfin presque 80%, sinon au moins 75% des suffrages. La FCBE, maintenant, a à gérer fondamentalement d'abord des problèmes de cohésion interne. Je veux croire qu'ils en ont moins que les démocrates ne nous l'ont montré. Mais après, il faut pouvoir servir le discours que peut attendre, que peut suivre l'électorat. Et surtout, il faut adapter sa stratégie par rapport aux contraintes légales. La loi vous oblige d'une certaine manière. Si le scrutin était uniquement à la représentation proportionnelle ou bien avait été en mode uninominal, des figures importantes des FCBE auraient été élues. Mais voilà, ce n'est pas la loi, ce n'est pas le mécanisme. Le mécanisme veut que vous ayez 10% au niveau national. Et la FCBE ne découvre pas cela. En 2020, c'est à travers ça quand même qu'elle a pu faire élire 7 maires, enfin un certain nombre de conseillers, et diriger 7 mairies avant de se faire souffler celle de Parakou par un recours. Voilà. Mais qui sont les leaders, les figures emblématiques des FCBE aujourd'hui, ou de la FCBE, qu'on veuille m'excuser, je crois que c'est devenu la FCBE et non plus les FCBE. Tout à fait. Les FCBE. Il y a peu ou prou la question de ou des figures emblématiques qui peut se poser. Ils ont certes un atout, ils ont un candidat, ils ont un présidentiable. Mais quelle est l'envergure du dit présidentiable? Ce n'est pas la même chose que ce qu'on a au chevet des partis de la majorité présidentielle. On a un président sortant, ils ont un bilan. Au niveau des LD, pour ceux qui sont nostalgiques de la gouvernance du président Yahi Boni, il n'y a pas moins un bilan de ce côté. Ça vaut ce que ça vaut, mais ils ont aussi une forme de leader charismatique qui leur sert de paravent. Et tout ça compte dans l'inconscient, dans la détermination du vote de l'électeur. Et puis, au finish, si la FCBE n'arrive pas à convaincre qu'elle est une force intermédiaire, qu'elle est capable
d'être un peu à équidistance des uns des autres, bon, les gens préféreront aller vers un pôle ou un autre. Elle va se faire griller une fois encore, comme au communal. Mais avant, Joël Ataï-Guédégbé, hier, on a vu un communiqué de la FCBE sur les réseaux sociaux, un communiqué qui serait de la FCBE, je le dis encore ainsi, dans lequel la FCBE dénonce vertement et ouvertement ce qu'elle appelle des réformes d'exclusion. Comment est-ce qu'un parti politique qui a signé des accords de gouvernance avec deux grands partis de la mouvance présidentielle va aux élections, perd les élections et revient maintenant parler d'exclusion? Comment est-ce que cela peut se comprendre par les Béninois? J'ai peur, si ce communiqué était authentifié, que la FCBE se méprenne sur la stratégie adéquate en ce moment même du combat. Il est presque trop tard pour se raviser et commencer par dénoncer ce qu'on a donné l'impression d'approuver au point d'avoir été le plus loin possible jusqu'à éprouver cette loi à travers les deux accords de coalition parlementaire et de gouvernance que leurs homologues des démocrates ont absolument refusé. Sans vous couper, il faut rappeler que la FCBE avait participé à ce qui était appelé le dialogue politique. En 2019, au sortir des législatives, effectivement, a participé à la mise en œuvre des réformes dès ce moment. Et c'est ça qui lui vaut même d'être voué aux gémonies par certains de ses anciens membres, dont l'ancien président Yahi Boni, qui en a démissionné en plein processus des communales de 2020, il faut le rappeler. Elle a eu le mérite d'avoir essayé de faire avec son temps, mais si de manière opportuniste, ses dirigeants pensaient qu'il faudrait mettre un coup de barre à la radicalisation, à la dénonciation tous azimuts, libre à eux, on évaluera à l'arrivée. Comment peut-on avoir fait tout ce parcours, être conforté par un accord de gouvernance et venir dire qu'il y a exclusion et demander maintenant, selon ce communiqué qui serait de la FCBE, un sursaut patriotique d'un peuple qui ne vous a pas donné un seul conseiller ni un seul député? Bon, qui lui a donné des voix entre 5 et 7%. Et il ne faut pas désespérer ses électeurs, encore moins peut-être ceux qui attendent quelques signes plus convaincants. Mais s'il faut faire de la surenchère, s'il faut basculer vers de la démagogie plutôt que de la pédagogie, je crains que cela soit contre-productif. Mais vous savez, chacun choisit ses stratégies et devrait pouvoir les assumer. Le temps n'est pas loin où on pourra évaluer tout ça. Et quels que soient même les partis, même ceux qui ont gagné, ceux qui ont fait des bons appréciables comme le Bloc républicain, on voit très bien que d'une élection à l'autre, il n'est pas adéquat de dormir sur ses lauriers et que la compétition est toujours à l'ordre du jour. Même au niveau de ces deux partis d'ici à moi, quelquefois, on entend des récriminations importantes à Porte-Novo où il y a renversement selon les résultats de la Sénat. Ce n'est pas quelque chose qui passe bien. Justement. Et pourtant, il va falloir assurer la cohésion de ces forces-là autour du candidat Wadahi, puisque ces deux partis, comme Moël Bénin, je crois, se réclament quand même du candidat Wadahi et du président Talon, qui est son mentor. Et la SCBE est leur partenaire, quoi qu'on dise. Donc, il faudra expliquer davantage cela aux populations pour qu'elles discernent et voir s'il y a lieu de, je ne vais pas dire de repêcher la FCBE, mais du score que fera le candidat de la FCBE dépendra probablement la survie ou le maintien de la ligne adoptée. Si elle n'est pas validée, il faudra en tirer les conséquences, se réorganiser. Et ça, j'attends de voir la FCBE plus conséquente. Elle a fait un choix qu'elle a réaffirmé, qu'elle a revendiqué à corps et à cri. Jusqu'à fin 2025, elle se disait dans l'opposition. L'opposition modérée, disait-elle. Oui, c'est son droit. On n'est pas obligé d'avoir le couteau entre les dents pour convaincre. Tout à fait. Mais si du jour au lendemain, il faut faire de la surenchère,
Et dénoncer ce qui n'est pas dénonçable, à votre avis? Bon, j'ai peur que ce virage soit moins convaincant. Alors, Joël Ataï-Guédégbé, on va revenir à la Sénat, parce qu'on va quand même pas passer par perte et profit l'attitude de la Sénat qui a avoué qu'effectivement, il y a eu vraiment des retards et que la prochaine fois, ça ne va plus se produire. Ça va se passer simplement comme ça? Est-ce que la Sénat n'a pas des explications à donner aux Béninois? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? C'est un peu trop facile, je crois. Autant le jour du vote, savons que des retards peuvent arriver. Il y a eu des intempéries l'avant-veille de l'élection. Ça a pu perturber le colisage, tout ça. Mais que plusieurs heures, plus de 10 heures après, en pleine nuit encore, la Sénat n'ait pas pu rattraper l'approvisionnement des postes de vote qui sont dans la même localité que son siège, pose quand même le problème de l'organisation logistique de ces élections-là. On doit avoir un plan B à ces niveaux-là. Je ne veux faire de leçons à personne, mais ce n'est pas tolérable. Et les moyens ont été mis à temps à la disposition de la Sénat. Elle est pérenne et c'est pour qu'on soit désormais dispensé de ces aléas-là. C'est pas... Que le siège de la Sénat soit à Cotonou et que Cotonou connaisse ce triste retard. Est-ce que c'est explicable? En 1995, on a eu le cas où même les résultats de Cotonou étaient introuvables. Moi-même, ça a failli m'arriver pendant que j'étais chargé des résultats à la Sénat. Donc, il faut mettre un point d'honneur à ne pas se retrouver dans certaines situations indéfendables. Et voilà, tout doit être mis en œuvre pour que un minimum soit. Je ne vois pas comment soutenir, comment défendre la Sénat. On lui a tressé des lauriers depuis le début du processus électoral. Oui. Mais ces crispations, ces difficultés méritent qu'on nous les explique davantage. On espère que le président Sakalafia et ses collaborateurs vont nous donner des explications. Oui, et j'espère qu'il y aura des sanctions par rapport à ceux qui ont manqué à leur devoir ou ceux qui auraient saboté. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas passer par perte et profit ce qui s'est déroulé. Même le délai mis pour proclamer ces résultats. Et là, il faut interroger l'attitude des partis eux-mêmes. C'était à se demander s'ils étaient finalement candidats et intéressés par ces résultats. Il y a eu comme une banalisation, un désintérêt total. Je ne demande pas que les gens se mettent dans la rue à revendiquer à eux et à Dia, mais on nous doit un minimum de service à ce niveau. La Sénat est un service public et une administration indépendante par surcroît. Et donc, elle est autonome, elle a un budget à l'avance, elle a beaucoup de facilité pour travailler. On lui a octroyé un nouveau siège qui est nettement plus confortable. Je ne sache pas que ce soit le déménagement qui l'ait perturbé. Elle a réussi l'exploit de convoyer le matériel. Et dans certaines localités plus loin, j'ai entendu le professeur Abiola, qui est membre de la Sénat, nous rassurer, et je peux le conforter dans ses propos que oui, il y aura moins de problèmes de déploiement logistique parce que le matériel, pour l'essentiel, le matériel lourd sera maintenu sur place. Mais c'est quand même pas un problème de distance qui est en jeu. C'est à Cotonou, au siège de la Sénat, que ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'on nous l'explique. On espère que... Pourquoi certains résultats semblent avoir été inversés? Là, c'est le rôle de la Chambre administrative de la Cour suprême de trancher, de recevoir les contentieux. Vous avez évoqué, Joël Ataï-Guédégbé, le délai mis pour proclamer les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 2021, les délais ne soient pas les mêmes qu'en 2026? Vous avez reçu quelqu'un qui a parlé de pierres précieuses, vous auriez dû lui demander si elle avait une boule de cristal. Regardez dans la boule de cristal. J'ai l'impression qu'il nous faudra ça, à moins d'explications cohérentes de la part de la Sénat. Et ce n'est pas pour la condamner, mais il faut qu'on comprenne et qu'on essaye d'imaginer les solutions ensemble. Définitivement, quelque chose n'a pas marché. La Sénat a fait transmettre les résultats par voie électronique. Il y a eu des procédés de certification. J'ai eu l'impression, par rapport aux législatives, que ça a pu plomber un peu le travail de la Cour constitutionnelle, parce qu'en principe, chaque institution reçoit ses cantines. Il est vrai qu'elle transite par la Sénat, mais qu'a priori, un dispositif permet aussitôt les cantines réceptionnées à la Sénat que la Cour rentre en possession des siennes. Et même là, je n'ai pas compris qu'on ait
on est cru devoir nous dire qu'on attendait d'abord la dernière cantine à la Sénat avant que la Cour ne se mette Joël Ataï-Guérégué, le temps nous tacle. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous poser cette question. Au Parlement, on aura UPR-BR. Dans les mairies, on aura UPR-BR. Est-ce que tous les Béninois vont se retrouver dans cette gouvernance? Non, soyons honnêtes. Il y a près de 20% des Béninois qui sont déplacés et qui n'ont pas vu leur suffrage pris en compte dans la répartition des sièges, que ce soit à l'Assemblée ou dans les communes. Donc le devoir est redoutable pour les partis qui viennent de gagner, qui sont ainsi représentés dans ces assemblées communales et législatives, de veiller aussi à agréger les intérêts, les aspirations de la minorité. Et je ne dirais pas l'opposition, parce que, par exemple, moi, le Bénin a eu 1 et quelques %, me semble-t-il, en tout cas près de 31 000 électeurs. C'est toujours des citoyens béninois qui croient en la démocratie, qui ont fait l'effort de se déplacer et qui ont envoyé leur part de messages. Donc, au parti de décrypter ça et d'essayer d'en tenir compte pendant leur mandature. Et pour le reste, chacun n'a qu'à travailler à être l'alternative à ces partis. Il n'est pas dit qu'ils seront éternellement au pouvoir. Ils sont susceptibles d'échouer, de faire des erreurs, de se manger. Ils sont susceptibles de s'unir davantage, de nous offrir mieux. Et les autres aussi doivent pouvoir développer toute une ingénierie pour que la démocratie soit vivace, qu'elle soit débat, ouverture à la discussion. Et que tous les Béninois se sentent et concernés, surtout pris en compte. Engagement pour le développement de notre pays. Joël Ataï-Guérégué, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais vous souhaiter une bonne journée, mais en 30 secondes, est-ce que vous avez un mot de fin? Non, non, je vous souhaite également le meilleur. Merci. Et le secret de vos, de vos pierres. Merci, Joël Ataï. C'est un sujet dont on parlera. Merci. Je vous vois venir. Merci pour la disponibilité. Franchement, je ne le cache pas. Vous êtes l'une de nos personnes ressources par ici qui se sacrifie à nous éclairer et à éclairer les Béninois. Merci d'être une ressource pour nous. Que le Seigneur vous fortifie et vous donne plus de force. Amen. Allez, mesdames, messieurs, voilà, nous parlions donc des résultats et de la nouvelle configuration politique dans notre pays pendant les 7 prochaines années. Il faut retenir donc que tous les Béninois doivent se sentir concernés et pris en compte dans la nouvelle gouvernance qui va certainement s'installer ou bien être mise en œuvre à partir de cette année 2026. Loin de toute politique, nous allons parler de divertissement, nous allons parler d'événements, nous allons parler de jeunes, de citoyens qui veulent bien se retrouver ensemble. Voici événements à la une. Événement à la une, Patrick Djossou est déjà sur ce plateau. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Comment ça va ce matin? Ça va bien, je suis tout heureux de constater que tout se passe bien. Ah oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Oui, ce matin, vous avez... Même si je n'ai pas de perles au cou, je n'ai pas de... Finalement, c'est Amandine qui aura cherché les histoires ce matin avec son affaire de perles. On va faire en sorte d'être... tous en perles, un de ces 4. Oui, pourquoi pas. Vendredi, pourquoi pas. Oui, vendredi. Couleur africaine, tout ce qui va avec. Oui. On va voir ça avec Aramata Bataou, notre boule de neige. Oui, ça c'est sûr. La chef d'édition, je veux dire. Oui. Allez, Patrick Djossou, ce matin, vous avez décidé pas de blanchir le plateau, mais de parler de vague blanche. Oui, la vague blanche. Vous savez, quand on parle de vague blanche, c'est une vague qui est de couleur blanche avec tout ce que cela comporte. Mais quand on parle de vague blanche, au Bénin, depuis un bon bout de temps, ça fait 8 ans que cela se passe, c'est une activité, c'est un événement qui rassemble des jeunes et des moins jeunes, un événement qui rassemble un grand nombre de personnes. Et l'événement a été mis en place par des jeunes qui sont avec nous. 2 jeunes, je suis avec celui qui est le président de la vague blanche, il est en blanc, il s'appelle Alain. Il se prénomme Alain comme toi, Alain Domingo. Et je suis aussi avec son secrétaire, avec un membre du comité d'organisation, Oscar Bequet. La première question, pourquoi vague blanche, Alain? La vague blanche, c'est un événement festif et convivial organisé autour d'un concept tout en blanc. Oui, le concept c'est
tout en blanc. Tout le monde est en blanc. Et tout en blanc, pourquoi vous avez choisi quand même cette couleur? Est-ce que c'est par hasard? Parce que certains vont dire, mais le blanc, ça fait religieux ou ça fait... Bon, pourquoi? Parce que le blanc, c'est la couleur par essence de la clarté. La couleur de la clarté. Voilà. Alors, merci pour cette réponse. Couleur de la clarté. Et nous allons suivre un petit élément qui montre comment cette couleur se présente lorsque on est tous ensemble. La vague blanche. On suit l'élément. Je suis DJ Tougou. Oui. Patrick Dossou, quand on regarde ces images, moi j'observe que c'est un pique-nique géant à ciel ouvert. Oui. Alors Alain Domingo, comment est-ce que l'idée est arrivée et quels sont les objectifs spécifiques de cette manifestation? Bon, l'idée est partie avec deux autres amis. On a décidé, un ami qui a décidé d'offrir un mouton. Et on n'a pas voulu rester sur Cotonou parce qu'on a l'habitude de rester à Cotonou pour tout le temps festoyer. Donc on a décidé d'aller loin de Cotonou pour apprécier un peu la nature, le calme, loin de la ville. Donc c'est comme ça qu'on a décidé d'aller à Toy, plus précisément à Rosa Garden, où tout est parti. Donc, et tout se passe à Tory depuis 8 ans? Non, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. 3 ans, mais nous sommes à la 8e édition. 8e édition. Tout à fait. Donc depuis 3 ans à Tory, mais 8e édition. Alors, moi je veux savoir, hein, Oscar Beke, vous êtes l'un des organisateurs de cet événement. Quand vous vous retrouvez à la vague blanche, vous faites quoi? L'objectif premier, quand on se retrouve à la vague blanche, il ne faut pas se leurrer. Si on ne va pas perdre de vue nos objectifs, c'est déjà de festoyer. Oui. Mais l'objectif premier, c'est de créer un grand réseau d'échanges entre petits entrepreneurs. C'est de pouvoir échanger les carnets, le carnet d'adresse, de dire, bon voilà, moi je suis médecin, toi tu es quoi, tu fais quoi dans la vie. Comme ça, qu'un jour j'aurai besoin de toi, je n'aurai pas à chercher, mais je te connais, ce sera plus facile de créer le lien rapidement et de pouvoir faire circuler l'argent. En fait, c'est un réseautage en fait. Exactement, un réseautage. Après, bon, qui dit réseautage au Bénin, rassemblement au Bénin aujourd'hui, ne le dit pas sans petite réjouissance. Donc on s'est dit, bon voilà, pourquoi pas. Donc après le réseautage, on se met un peu à danser, voilà. Oui, justement, à danser, mais ce n'est pas seulement la danse. Est-ce qu'il y a un programme qui est fait, Oui, il y a un programme qui est fait. Normalement, c'est déjà à part le réseautage, on a une ambiance DJ qui est mise en place. Oui. On a des aires de jeu pour les enfants. Oui. Vu que c'est un pique-nique, un grand pique-nique géant, c'est totalement un moment de détente. Oui. Donc, il n'y a pas une solennité donnée à un discours. Non, vous venez comme vous êtes, le plus simplement possible, pour vous détendre surtout. Mais dans la détente, on essaie de se passer le carnet d'adresse, de s'intéresser au travail de l'autre et de voir ce qu'il fait dans la vie. Oui, mais vous avez déjà parlé, Alain, vous avez parlé déjà du choix du site, mais pourquoi nécessairement Tory? Pourquoi ne pas aller à Grand Popo ou à un autre endroit? À Épais, par exemple. À Épais, oui. Bon, nous avons préféré aller à Tory parce que Tory n'est pas très loin de Cotonou. D'accord. Donc ça permet quand même à tout le monde d'être pas loin et pas proche aussi de Cotonou. Et pourquoi le choix du 14 février? Parce que, en fait, bon, c'est 14 février cette fois-ci. Mais pourquoi choisir 14 février? Parce que ce n'est pas en blanc, le 14 février, c'est en rouge plutôt. Le 14 février, parce que c'est la célébration de l'amour et justement,
La vague blanche, c'est la familiarité, c'est la célébration de tout ce qui est amour, bienveillance, bonté. Donc, on a profité, on a mis ça sur ce jour-là pour célébrer. Alors, et cette fois-ci, cette année, comment ça va se passer? C'est juste le 14 ou bien ça commence le 13 pour finir le 14, ça commence le 14 pour finir le 15? C'est juste le 14 février? On commence le 14 aux environs de midi. Oui. Et on va rester jusqu'à un peu tard. Jusqu'à comme le dirait l'autre. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien savoir quelque chose. Moi, je suis journaliste. Patrick est journaliste. Oscar Briquet, vous êtes quoi? Je suis médecin. Vous êtes médecin. Oui. D'accord. Vous allez vous soigner les unes. Alain Domingo, vous êtes quoi? Toutiste. Pardon? Toutiste. Toutiste. Ah ouais, voilà, j'ai cru entendre cette expression quelque part. Un toutiste, c'est quoi, Alain Domingo? C'est quelqu'un qui fait un peu de tout. Il fait un peu de tout. Tout à fait. Et vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, ça, il faut le reconnaître. Mais quand on est toutiste, quand on est médecin, quand on est journaliste, quelles sont les autres corporations ou personnes qui sont invitées à cette vague blanche-là et comment est-ce qu'on y accède? Oui. Il y a toutes les corporations qui sont invitées, qui y viennent d'ailleurs. Il y a des rocades, il y a toutes sortes de personnes qui viennent se détendre à la vague blanche. C'est d'abord la détente. Voilà. Il n'y a pas de limite de classe. Non, il n'y a pas de classe. Tout le monde est représenté. Classe d'âge. Et franchement, ça se passe bien. Franchement, oui, vous avez pris les dispositions sécuritaires pour que ça... Bon, il y a le médecin qui est là, donc dispositions sanitaires. Si quelqu'un tombe en syncope, M. Briquet va pouvoir, pouvoir le réanimer rapidement. Oui, on a déjà pris des dispositions, même à une des éditions, il y a quelqu'un qui a fait un malaise hémorroïdaire et tout, ça a été rapidement pris en charge. Il faut savoir que tout le cordon sécuritaire est en place, passant du SAMU jusqu'au sapeur-pompier, tout le cortège, même jusqu'au niveau de l'évacuation vers les structures sanitaires et tout, tout est pris en place. Dites-nous, quand on parle de géants pique-nique à ciel ouvert de cette façon, on parle de manger. Est-ce que chacun vient avec son manger? Comment est-ce que la restauration, l'ambiance se passe sur place? Expliquez-nous. Voilà, la vague blanche, comme on le dit, c'est un esprit de partage. Oui. C'est un esprit de partage, donc... Comme il le disait tout à l'heure, il n'y a pas de distinction chez nous, c'est sans discrimination. Nous partons, je ne parle pas extrapolation, du président jusqu'au dernier de la République. On est tous assis, tous mélangés. Celui qui a l'occasion ou l'opportunité d'avoir de la nourriture et qui l'apporte peut le partager avec celui qui n'a rien. On a déjà eu des participants qui sont arrivés avec juste une bouteille, mais qui ont mangé, qui ont bu, qui se sont amusés et qui sont rentrés chez eux. L'esprit même de la chose aussi, c'est le partage. Donc vous venez, tous ceux qui apportent à manger peuvent le partager avec vous sans même que vous n'ayez à demander. Qu'on se connaisse ou pas. Qu'on se connaisse ou pas. C'est là le vrai brassage. Oui, c'est là le vrai brassage. C'est de casser quand même la barrière entre les gens, la barrière sociale, administrative, laisser tomber les titres et pouvoir quand même se partager quelque chose d'humain. Oui. C'est vrai, on laisse... Ça rejoint la fraternité qui fait partie de notre devise. Fraternité, justice, travail. Oui, merci beaucoup pour cette fraternité-là. Mais même s'il n'y a pas cette barrière-là, est-ce que par hasard il y a des autorités, quelques titres d'autorités qui ont déjà participé? Oui, oui. Je ne veux pas de nom citer, mais des titres. On a eu quand même les différents maires des deux villes. D'accord. On a eu celui de Cotonou, celui de Tori. On a eu quand même pas mal, pour ne pas citer de nom. Imaginez par exemple que le 14 février prochain, le président Patrice Talon débarque à Tori, tout en blanc. C'est notre souhait. Quelle serait votre impression, votre réaction, Alain Domingo? Ce sera un sentiment de fierté, bien évidemment. Oui, de fierté, d'avoir atteint l'objectif. Et d'ailleurs, il est invité. Hein. Ah oui, vous aussi d'ailleurs. On va recevoir nos cartons d'invitation et formellement on fait le programme. Formellement. Ça c'est clair. Nous on vous donne notre parole. On va venir. Merci on va se mettre en blanc aussi, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que d'autres couleurs sont tolérées? Non, tout le monde. Du blanc. Mais bon, disons comme
on l'a mis sur le 14 février. Et je veux quand même lever le voile sur cette histoire de 14 février. Dites-nous. Nous ne célébrons pas forcément l'amour entre deux personnes qui forment un couple, mais nous célébrons l'amour entre personnes humaines. D'accord. C'est une fraternité, il n'y a Oui. pas c'est pas une catégorisation de la chose pour les couples. Non. Non. Tout le monde peut venir comme je l'aime, c'est mon frère et tout. Nous pouvons aller là-bas et tout. Donc, vu que c'est le 14 février, c'est du blanc, mais on peut mettre une petite touche de rouge dedans pour quand même marquer le jour et tout. Petite touche de rouge dedans pour marquer les choses. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a vraiment la danse. On va suivre un petit élément, c'est juste quelques secondes de danse, je crois, avec Karamat qui va nous aider à suivre cet élément. Bon, donc voilà, c'est ambiance bon Ambiance, enfant. là c'est sais- ambiance nocturne, parce que oui. les premières images, c'était dans la journée. Oui. Ça confirme ce que vous dites, c'est jusque tard dans la nuit. Oui, oui. Et vous finissez à 6 heures, 5 Ouais, heures? ça dépend. Cette édition, elle est assez spéciale parce que d'habitude, nous avons l'habitude de le faire les dimanches. Mais quand on finit le dimanche, le boulot le lundi, c'est un peu fatigant. compliqué. La distance pour joindre Cotonou et Ce tout. qui fait donc, que vous coupez assez tôt. Voilà, on coupe assez tôt pour pouvoir permettre aux gens de vite rentrer chez eux. Mais cette édition-ci, vu que c'est un samedi, on va continuer un peu tard dans la nuit du dimanche. Oui, Disons que c'est tout un possible. week-end carrément. C'est possible que Voilà. ça aille jusqu'au dimanche matin. Oui, Pourquoi pas? bon, prioritairement, pour quand même permettre aux gens de rentrer chez eux en toute sécurité, de ne pas traverser la nuit. D'accord. Voilà. Ouais, ça, c'est intéressant. Donc, le 14 février à Tori. Oui. 14 février prochain, 2026. 2026. C'est un samedi 14 février 2026. À Tori, on est tous invités pour être dans la vague blanche. Tous La vague en blanche. blanc. Tous Pas- en blanc, de façon relaxe. Oui, Tout pas en bonnement. jaune. Pas en jaune. En blanc. En blanc. En blanc. Patrick, si tu viens avec du jaune, on va prévoir une tenue pour toi. Bon, On va d'accord. te mettre En blanc. Voilà. D'accord. Alors, Alain Domingo, si vous avez un mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui sont intéressés par la vague blanche, que leur diriez-vous? Moi, je leur dirais simplement la vie est un cadeau et le célébrer, c'est la meilleure façon de rendre gloire à Dieu. Donc, je vais inviter tout le monde de venir massivement le samedi 14 février à Tori pour qu'ensemble nous puissions faire la fête comme nous avons l'habitude de faire. D'accord. Oscar Faire la Becquet, fête. vous avez un mot aussi à dire? Ouais, moi, je suis plutôt organisationnel. Moi, je vais plutôt lancer un mot à tous ceux qui peuvent être sponsors, partenaires et tout, parce que bon, il faut bien le dire aussi, c'est à prix réduit, mais les charges sont énormes ici. Donc, Tout à fait. nous lançons quand même un appel aux sponsors, partenaires qui veulent bien accompagner le mouvement, mettre un peu la main à la pâte et tout. On est ouvert et puis ils peuvent venir, la discussion se fera. Allez, la vague blanche, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et merci de nous avoir invités. On va participer à la fête, on vous le promet, et Oui. puis on viendra rendre compte aux autres membres de l'équipe. Merci beaucoup. À nos tossés en l'occurrence. Merci les amis. Merci Patrick beaucoup à Dessous, vous. merci de nous Merci, avoir oui. fait... Merci, de nous avoir Alain. fait découvrir cette vague opportunité. blanche, oui. On va pouvoir décompresser parce Oui. que se lever tous les jours à 4 heures du 4 heures, matin, ce n'est pas aisé. se coucher tard, Oui. préparer la matinale, faire d'autres tâches, Oui. il est quand même temps qu'on puisse décompresser. On Oui, peut peut-être c'est mettre normal. nos petits congés au 14 à la vague blanche, pourquoi Oui, pas? pourquoi pas. Allez, je vous vois venir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On continue cette émission et cette fois-ci, on va parler santé. Pour aller faire la fête, il faut être en bonne santé.
Et quand vous avez un problème de santé, il faut s'adresser à un médecin. Il ne faut surtout pas se cacher. Et nous parlons ce matin, dans l'élément qui va suivre, avec Ediacho Tongodo de la lèpre. Quand vous remarquez quelque chose, il ne faut pas garder le silence. Il faut justement briser le silence. Il y a des personnes qui sont prêtes, des spécialistes qui sont prêts à vous soigner sans vous stigmatiser. Espace santé, rubrique santé, voici le tapis. Les pieds et les mains mutilés, signe d'un stade avancé de la lèpre. Ces malades, pris en charge tardivement, ont contracté la névrite, une inflammation des nerfs qui fait perdre les sensations et provoque une grave lésion de la peau. Quand j'avais 15 ans, sérieusement, j'ai attrapé la maladie. La lèpre implique une double peine, les douleurs physiques d'abord, puis parfois l'exclusion. Des courbatures, des picotements au niveau de la peau, tout ça là, on ne se sent pas à l'aise. La tension aussi est rentrée dedans. Je suis en train de traiter maintenant, présentement. Et je ne peux pas rester à côté de n'importe qui que ce soit. La plaie des lépreux là, ça sent trop. Les premiers signes de la maladie apparaissent au bout de 5 ans seulement, ce qui rend le diagnostic difficile. Le signe le plus fréquent de la maladie est la présence d'une ou de plusieurs taches sur la peau. Le début de la maladie commence toujours par une tache ou bien des boutons. Et là, si c'est vu tôt, le malade est traité sans séquelles. La lèpre est une bactérie qui se transmet d'une personne à l'autre par la salive ou les sécrétions nasales. On peut être contaminé par une personne qui ne le sait pas encore ou une personne qui ne prend pas bien ses médicaments. Dans tous les cas, la lèpre est peu contagieuse. Il faut être en contact proche pendant des mois, voire des années avec un malade pour être contaminé. En plus d'être une maladie de la pauvreté, la lèpre est stigmatisante. Chaque année, de nouveaux cas sont recensés dans le monde. La lèpre, voilà l'élément donc qui nous servira à accueillir le docteur Delphin Degla. Il est le coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli. Docteur Degla, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Quel est l'état des lieux de la gestion de la lèpre dans notre pays aujourd'hui? Ok. Et la lèpre, comme l'élément a dit, c'est une maladie de la peau, n'est-ce pas, qui a une maladie mutilante. Et la situation de la lèpre aujourd'hui au Bénin, je peux dire qu'elle est sous contrôle. De 300 cas, nouveaux cas, il y a environ 10 ans, on est passé à environ 170 nouveaux cas. 170 nouveaux cas. Et puis, en 2022, nous étions à 59 nouveaux cas, n'est-ce pas, pour être à 87 nouveaux cas en 2025. C'est dit qu'aujourd'hui, le nombre de nouveaux cas de lèpre est en train d'être maîtrisé dans notre pays. Voilà. Alors, que représente la journée mondiale de la lèpre qui a été célébrée le dimanche dernier? Voilà, la journée mondiale de la lèpre, c'est une opportunité, une occasion pour rappeler à tout le monde, les décideurs, les acteurs de la santé, les partenaires, les bénéficiaires des programmes, que la lèpre existe toujours. Certes, le nombre de nouveaux cas dans notre pays est en train de diminuer, mais la situation n'est pas la même partout. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, la lèpre est en train de prendre une autre forme. Je voudrais dire, je peux parler de la lèpre sociale, si vous me permettez. Dites-nous, oui. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est une maladie très invalidante. Et les malades lépreux, même les anciens malades qui sont guéris, sont rejetés, sont stigmatisés. Et là, c'est une autre forme très difficile à supporter par les malades et contre laquelle nous devons lutter. Voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous faisons tout ce qu'il faut pour communiquer autour de la lèpre, pour que ces malades ne soient plus vraiment rejetés. Et une fois que vous êtes mis sous traitement, vous pouvez guérir. Vous n'avez plus les bacilles, vous ne pouvez plus contaminer quelqu'un. Mais une fois qu'on voit des lésions sur vous, vous êtes rejeté à vie. Voilà, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose.
Alors, docteur Degla, c'est vrai que l'élément l'a dit, les taches apparaissent, des boutons apparaissent. Est-ce que toutes les taches ou tous les boutons systématiquement qui apparaissent sur le corps d'un individu pourraient conduire à la lèpre? Non, justement. Et toutes les taches, tous les boutons sur le corps ne sont pas la lèpre. Mais il faut vraiment il faut connaître ce qu'est la lèpre pour faire la part des choses. Vous voyez? Donc, les taches de lèpre, ce n'est pas des taches comme les autres. Souvent, c'est des taches insensibles. Et quelqu'un qui a une tache ne fait pas attention pour savoir sur sa peau, est-ce que telle partie est sensible, est-ce que telle partie n'est pas sensible. Justement. Il faut vraiment aller voir un spécialiste pour faire les tests, pour savoir la sensibilité est normale ici, la sensibilité est diminuée ici, et chercher d'autres signes pour pouvoir poser le diagnostic de la lèpre, faire des prélèvements, amener au laboratoire, confirmer que c'est la lèpre au cas où c'est nécessaire. Justement, docteur Degla, quels sont les signes qui doivent alerter les populations pour aller rapidement voir un médecin? Je dirais, lorsque vous avez une tache qui apparaît sur votre peau, à n'importe quel siège au niveau de votre peau, n'importe quel endroit de votre peau, oui. Si vous voyez que c'est une tache qui commence par durer dans le temps, il vaut mieux aller voir un médecin, en tout cas un agent de santé, et qui pourra faire la part des choses. Parce que lorsqu'on diagnostique la lèpre tôt, à ce stade-là, vous traitez et vous êtes guéri sans séquelles. Sans séquelles. Voilà. C'est-à-dire que la lèpre n'a pas le temps de ronger votre corps. De ronger, voilà, la lèpre n'a pas le temps. Parce qu'en réalité, c'est une maladie qui attaque également les nerfs périphériques. N'est-ce pas? Et lorsque les nerfs périphériques sont atteints, vous n'avez plus la sensibilité au niveau des extrémités et vous n'avez plus la mobilité, n'est-ce pas, qu'il faut au niveau, la force musculaire qu'il faut au niveau de ces extrémités. Et lorsque vous avez des petites plaies, vous ne sentez pas la douleur. Vous ne sentez pas la douleur et ces plaies peuvent évoluer facilement et aller jusqu'à la mutilation de vos doigts, de vos orteils. Voilà, donc c'est pourquoi dès qu'on a la moindre tache sur le corps, qu'on ne comprend pas vraiment ce que c'est, il vaut mieux aller consulter parce que c'est une tache qui se confond à beaucoup d'autres maladies de la peau. Voilà. Alors, docteur Degla, en tant que coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans cette lutte-là sur le terrain? Justement, il y a des difficultés parce qu'il faut reconnaître que lorsque vous avez des patients, très souvent c'est des gens assez démunis et qui doivent suivre un traitement très long, 6 mois de traitement pour les cas qu'on appelle les cas paucibacillaires, au moins 12 mois pour les lèpres multibacillaires. Ouais, c'est difficile de maintenir ces patients-là durant toute cette durée de traitement. C'est vrai, on ne les hospitalise pas sur la durée, mais il faut revoir le patient à chaque mois pour lui renouveler son traitement. Souvent, les gens ne sont pas persévérants dans tout ce traitement. Il y a la stigmatisation dont nous parlons, qui constitue un élément très important et qui fait que parfois les malades se cachent. Et là, ce n'est pas une bonne chose parce que tant que vous avez des malades dans la communauté qui ne sont pas sous traitement, c'est des dangers permanents pour il y a des risques de contagion. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous devons faire les efforts pour trouver les malades partout qu'ils soient. Voilà. Donc, ça, c'est une difficulté que nous rencontrons. L'autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, avec la rareté des ressources, les actions de recherche qui se font ne sont plus aisées comme ça. Donc, il faut vraiment pouvoir mobiliser les ressources comme cela se doit et faire les recherches dans les endroits les plus reculés pour trouver les cas. L'autre chose que nous faisons aussi comme stratégie, c'est les enquêtes que nous faisons autour des cas. Lorsque nous avons un cas quelque part, il va falloir faire des enquêtes dans l'environnement et dans le milieu de ce patient pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas dans le milieu
pour pouvoir les prendre en charge très rapidement. Justement, Dr Degla, vous le dites si bien, quelles sont cette année les dispositions qui ont été prises pour faire dans la prévention, le dépistage et la prise en charge des personnes souffrant de ce mal? Oui. Dans le plan d'action du programme, nous avons un certain nombre d'activités. Et nous faisons, avec l'appui de nos structures opérationnelles qui sont sur le terrain, des campagnes foraines de dépistage. Donc, il nous arrive d'identifier des milieux, d'aller dans ces milieux et d'inviter la population pour toutes sortes de maladies de la peau à venir se faire consulter. Et c'est dans ces consultations foraines que nous arrivons à identifier les cas. Et l'autre chose que nous faisons, c'est la prévention, la chimioprévention autour des cas. Lorsque nous diagnostiquons un cas quelque part, nous faisons pour ceux qui sont les contacts immédiats de ceux, il y a un médicament qu'on donne pour prévenir au cas où la personne aurait déjà pris contact avec le bacille pour pouvoir faire que cette maladie ne se développe plus. Donc, il y a ces activités que nous menons autour des foyers, n'est-ce pas, de lèpre. Au thème de cette année, Dr Degla, quels changements les personnes souffrant de cette maladie peuvent avoir au thème de l'exercice au niveau de votre unité de coordination? Oui, et les changements que nous devons introduire au niveau des programmes, c'est surtout les actions que nous allons mener contre la stigmatisation. Parce que, tel que l'OMS l'a dit cette année, la stigmatisation reste le défi que nous devons lever autour de la lèpre. Et c'est prévu qu'il y ait des actions, des activités pour réinsérer ces patients-là dans leur communauté afin qu'ils soient acceptés et que désormais on les considère comme des personnes normales qui peuvent, n'est-ce pas, participer aux activités de leur société. Merci, docteur. Si vous avez un mot de fin, lequel serait-il? Le mot de fin, c'est de vous remercier pour nous avoir donné cette opportunité de parler de la lèpre, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, vu la rareté des cas, parfois même des personnels de santé passent à côté de la lèpre, parce qu'il faut avoir vu, il faut être dedans pour savoir. Donc, ces journées permettent de rappeler aux gens que la maladie existe toujours et de faire attention dans leurs consultations. Voilà. Et l'occasion également de remercier les partenaires qui nous accompagnent, n'est-ce pas, l'association, la Fondation Raoul Folero, la Fondation Aneswad, l'OMS, qui sont des partenaires techniques et financiers du programme national de lutte et qui nous appuient dans les activités que nous menons pour identifier et prendre en charge les cas. Merci, Dr Delphin Degla. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Bureli. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler donc de ce que fait votre unité pour votre programme, je vais dire, pour éradiquer cette maladie de notre pays. Merci et on vous souhaite une très bonne journée. Je vous en prie. Merci aussi. Merci. Allez, mesdames, messieurs, nous allons donc embrancher sur la rubrique éducation aux médias. Nous parlons depuis le début de la semaine de l'IA et de comment est-ce que cela peut être bénéfique pour nous, quels sont les mauvais côtés dont il faut se méfier. Marvin est déjà dans ce studio. Retour plateau pour parler donc éducation média. Marvin, bonjour. Bonjour Alain, bonjour chers téléspectateurs. Comment ça va? Je vais bien, vous? Ça va super bien. Intelligence artificielle, on en parle ce matin également, mais surtout, où vont nos données? C'est ça. Et pour cela, j'ai invité Frépel Hassan, qui va nous aider à comprendre où vont nos données quand on les soumet à l'intelligence artificielle. Bonjour Frépel. Bonjour Marvin. Bonjour chers téléspectateurs. Voilà. Alors, on va directement aborder le sujet. Où vont les données que nous soumettons aux IA dans nos conversations et voilà. D'accord. Merci beaucoup Marvin, merci Alain pour l'opportunité de parler de l'IA. Merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir. Je commencerai par dire que les données sont le nouveau pétrole du monde actuellement.
c'est le carburant de toute technologie. Et d'abord, quand on parle de données qu'on soumet à l'IA, c'est un ensemble du message brut qu'on envoie à l'IA, de nos métadonnées qu'on appelle localisation, localisation, les navigateurs qu'on utilise, nos identifiants de connexion. Lorsqu'on envoie un message à l'IA, toutes ces données transitent d'abord par les fournisseurs d'accès Internet local, qui sont MTN Move, et qui transitent par des câbles sous-marins pour atterrir sur des serveurs. Voilà, des entreprises des serveurs parfois qui ne sont pas dans nos pays. Voilà, qui appartiennent aux entreprises qui gèrent ces outils IA-là. Et une fois sur ces serveurs traitent les messages et c'est là que l'IA nous répond. Maintenant, après la réponse, les données qu'on soumet à l'IA sont stockées et des humains parfois ont accès à certaines conversations avec l'IA pour pouvoir vérifier les anomalies de l'IA, les hallucinations, quoi corriger pour pouvoir améliorer le modèle. Et aussi, comme vous venez de le dire, lorsque nos données quittent notre territoire, elles vont souvent dans d'autres pays, comme les USA principalement, où il y a des lois qui dirigent ces données-là auxquelles nous n'avons pas accès. Par exemple, on a le Cloud Act, qui est une loi américaine qui stipule que l'État américain peut avoir accès à nos données sans que nous puissions le savoir. Et quand on parle d'accès, c'est aussi d'utilisation également. Voilà, exactement. Donc, en vrai, les données qui sont stockées, les données qui sont envoyées à l'intelligence artificielle et qui sont stockées sont réutilisées par les promoteurs ou les organisateurs, les initiateurs de l'IA pour pouvoir réentraîner le modèle afin d'être plus performant. Tout ça. Donc là, maintenant, si on soumet nos données à l'intelligence artificielle et que ces données-là quittent le territoire béninois, là, on n'a aucune légitimité en fait de signaler si nos données, si on retrouve par exemple nos photos, parce que là aujourd'hui plusieurs personnes mettent des documents complets, ils mettent des documents complets en fait dans l'IA, ils mettent des photos. Là maintenant donc nos photos peuvent être utilisées dans d'autres pays parce que les lois de ces pays-là stipulent que toute personne de ce pays peut utiliser les données, c'est bien ça? Bon, ces États-là peuvent avoir accès aux données sans que nous ne puissions le savoir. Le droit là-dessus. Voilà. C'est ça, ok. Maintenant, quels sont les risques liés et les réelles conséquences quand un utilisateur partage les données personnelles à un outil IA? Bon, les risques liés au partage de données personnelles à l'IA sont doubles. Il y a ce qu'on appelle le profilage commercial et il y a les fuites de données. Au niveau du profilage commercial, c'est lorsque un utilisateur raconte sa vie à l'IA, partage ses données personnelles, cet utilisateur-là est en train d'alimenter en quelque sorte les bases de données des entreprises-là. Ils utilisent finalement ces données-là pour mieux affiner leur publicité, pour pouvoir toucher plus la sensibilité de l'utilisateur et pour pouvoir plus vendre leurs produits dans le futur. Nous proposer des produits. C'est comme ça, par exemple, que lorsque vous allez dans des navigateurs ou bien sur des plateformes et que vous recherchez un produit, les instants d'après, les jours d'après, on vous propose des produits dans la même gamme. Exactement. Maintenant, côté fuite de données, lorsque nous soumettons nos données à l'IA, il peut y avoir des cas où les serveurs des entreprises qui sont propriétaires de ces IA-là aient des failles. Et dans ces cas, vos données peuvent facilement se retrouver sur le web criminel. Comme des données dark web. Voilà, le dark web. Qu'on appelle les données. Ces données sont souvent les données bancaires, les données médicales. Et ça peut être contre vous dans le futur. Ah, mais c'est quand même genre, ça, on se rend compte en fait qu'on est en train d'utiliser l'IA, mais c'est quand même, on est en train de donner en fait tout ce qui nous appartient à un monde vaste de serveurs et à un domaine qu'on ne contrôle pas encore. Quand on est content d'utiliser l'IA, de lui poser des questions, d'avoir des réponses toutes faites et tout, derrière, il y a un travail qui se fait. C'est la compensation. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la compensation que tirent les entreprises d'avoir fourni ce service? Voilà. Lorsque vous utilisez, il y a un adage qui dit que lorsque le service est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, lorsque vous utilisez les plateformes d'outils IA gratuitement, il faut savoir que vous donnez, c'est du gagnant-gagnant. Voilà.
Maintenant, comment se protéger les données qu'on livre à l'intelligence artificielle? Parce que là, maintenant, l'intelligence artificielle est quand même là, c'est comme l'invité d'hier l'a dit, ça permet d'améliorer la productivité. Donc, si on veut faire des montages photos et avec l'intelligence artificielle, on peut rapidement le faire. Ça veut dire que les images de la personne qu'on a prises en photo iront dans l'intelligence artificielle. Mais quand même, vu que ça permet d'améliorer la productivité, comment l'utiliser sans pour autant être face à ces risques-là? Comment protéger et mieux utiliser l'IA? Ok, merci pour la question. D'abord, pour se protéger, il faut considérer l'IA comme un espace public. Ok. Un espace public. Il faut savoir que c'est un espace où tout le monde a accès, tout le monde peut avoir accès à vos données. Où tout le monde vous voit. C'est pertinent. Il faut considérer que l'IA, c'est un espace public. Oui. Ensuite, certains outils IA permettent de désactiver l'option selon laquelle elles peuvent utiliser vos données pour améliorer leur modèle. Okay. On appelle ça l'opt-out. Vous pouvez vous rendre sur, si vous utilisez ChatGPT ou Gemini, vous pouvez vous rendre sur ces applications-là et désactiver ces options. Et aussi, la plus grande solution, ou bien la solution la plus efficace, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des modèles locaux, des modèles open source. Ça, c'est un peu plus connu par les développeurs. C'est en quelque sorte des outils IA, mais installés en local sur les ordinateurs, qui n'ont pas accès à Internet, qui peuvent se déployer facilement sur les PC sans que les informations ne passent par les réseaux locaux. Ok. Donc là, maintenant, il faudrait qu'on considère l'intelligence artificielle comme un endroit public. Donc, faire attention et ne pas mettre tout là-dedans. Parce que là, il y a des personnes qui font des photos de la carte CIP, par exemple, ou du billet d'avion avec le code QR d'embarquement pour dire « essaye-moi de décrypter ». Donc, tout ça, en fait, c'est dans un monde vaste. Tous nos données actuellement sont quelque part et toute personne peut s'en servir. Est-ce que vous ne pensez pas que si on désactive effectivement le fait que nos données n'aillent pas sur autre territoire, est-ce qu'il y a des conditions d'utilisation qui sont intégrées dans l'IA, vu qu'on n'arrive pas souvent à lire, vu que ce sont des milliers de pages et qu'on clique seulement « accepter, continuer ». Est-ce que même si on désactive, on n'a pas donné accès en amont? Oui, on n'a pas donné accès en amont. Oui, c'est parce que vous avez donné accès en amont que c'est activé actuellement. Ok. Donc, quand vous désactivez, vous brisez en quelque sorte la chaîne. Mais souvent... Mais ce n'est pas à 100% sûr. Oui. Parce que ce n'est pas notre industrie ici qui dirige. On n'a aucune preuve. Donc le mieux, c'est de protéger au maximum ces données personnelles. C'est ça. Parce que là, maintenant, même si on clique, il y a des applications. Je viens sur ChatGPT. Quand on ne clique pas accepter, continuer, on n'a pas accès à l'interface pour utiliser. Donc, en fait, c'est comme si on est contraint à accepter en fait, qu'on doit utiliser nos données. Mais moi, j'ai une question pour vous, M. Hassan. J'accepte les conditions générales, j'ai accès à l'application. Après, je vais dans les paramètres et je désactive. Je dis, n'utilisez pas mes données. Mais je continue quand même de bénéficier du service. Quelle garantie j'ai que mes données ne sont pas utilisées? Oui, c'est exactement ce que je disais, que nous n'avons pas à 100% la garantie que nos données ne sont pas utilisées. Même si, dans les applications, on nous dit que quand on désactive l'option, quand on fait l'opt-out, nos données ne sont plus utilisées, nous n'avons pas cette garantie. Donc, le mieux, c'est de donner, d'éviter au maximum de donner des informations personnelles. C'est la seule solution. Voilà. OK. Donc, Alain, vous avez d'autres questions? Non, mais je pense que les téléspectateurs ont eu quelques détails ce matin. C'est vrai que nous sommes dans un monde hyper connecté aujourd'hui. On ne peut plus rien faire pratiquement sans l'intelligence, non, pas l'intelligence artificielle, sans Internet, sans les réseaux sociaux et sans les plateformes. Mais il faut prendre des dispositions. Et je pense que dans notre pays, au Bénin, il y a l'autorité qui s'occupe de la protection des données personnelles, qui joue son rôle. Mais chaque citoyen à son niveau devrait connaître un certain nombre de règles pour ne pas se faire arnaquer. C'est ça. D'accord. Allez, M. Farel, voilà, Hassan, merci. Merci d'avoir partagé tout ceci avec nous. Alors, vous êtes développeur. On va aller sur un terrain qui n'a peut-être rien à voir avec l'IA. Comment est-ce qu'on devient développeur aussi jeune? Bon, je suis étudiant en développement web. C'est une filière à l'université qu'on choisit. Moi, je suis en licence. Je suis en 2e année de licence.
Ok. Donc vous avez choisi ça par vocation? Oui. Bon, je vais dire, j'ai commencé à coder depuis mes 10 ans. J'étais encore au CM2 quand j'ai découvert le codage. Mais j'ai vraiment... À vos 10 ans, hein, quand vous aviez 10 ans d'âge, vous étiez déjà intéressé par la chose. Oui. Mais je me suis vraiment initié au truc en 4e. Lorsque dans mon collège, il y a MTN qui a organisé une formation pour les meilleurs de chaque classe, les 3 premiers de chaque classe. Et j'ai bénéficié de cette formation-là à cette époque. Et c'est là que je me suis vraiment initié au développement. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez un peu l'environnement des développeurs ou bien du développement de ce côté-là dans notre pays, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des ressources? Est-ce que les Béninois arrivent à créer des applications? Je pense qu'actuellement, les Béninois sont plus avancés que n'importe quel autre pays de l'Afrique francophone en termes de création de nouvelles solutions. En termes de développement web, de création de nouvelles solutions numériques. C'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à des plateformes béninoises qui font partie des top 3 maintenant de meilleures plateformes, meilleures plateformes pour l'optimisation de la vente de produits en ligne. Donc je pense que le Bénin, voilà. Pays. Voilà. Allez, et ça c'est quand même à l'actif des Béninois. Et donc on veut que notre voix porte au concert, dans le concert des nations. Merci M. Hassan. Merci Marvin. Merci Alain. Intelligence artificielle toute la semaine. Oui. Merci pour ces ressources que vous mettez à notre disposition. Je vous souhaite problème. une bonne journée. On va donc célébrer le dernier pas de cette émission. Et nous allons donc aller au niveau des journaux pour voir ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Que peut-on avoir avec les journaux ce matin? Qu'est-ce que les quotidiens nous proposent? Marcel Arrossi est déjà dans ce studio, sur ce plateau. Marcel, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Info Matin ouvre le bal aujourd'hui et secoue la maison présidentielle à volonté. Le journal met en scène un paradoxe politique, celui d'élections annoncées comme une promenade pour l'Union progressiste, le renouveau, mais qui se transforme finalement en bras de fer fratricide. Le journal parle d'un réveil, le réveil du frère républicain. Le bloc républicain, longtemps annoncé sur le déclin, résiste, recoue son maillage, recolle au peloton, sans opposition frontale. Les démocrates étant hors jeu, la bataille se déplace à l'intérieur même de la mouvance. Un duel de famille donc. Info Matin diagnostique aussi le talent d'Achille de l'Union progressiste, le renouveau. L'excès de confiance. Dormir sur ses lauriers, dit le journal, c'est parfois se réveiller avec des bastions fissurés. Et pendant que les grands s'affrontent, les petits vont s'effacer. Moël Bénin, FCBE disparaissent des radars. Le paysage se simplifie, la mouvance devient bipolaire et la Marina demain devra composer non plus dominer. Matin Libre tranche et ferme la porte aux illusions. Matin Libre pose la question qui peut fâcher. Les démocrates pouvaient-ils être sauvés? Réponse nette, non, sauf alliance contre nature. Le journal démonte, chiffre à l'appui, l'hypothèse d'un mariage LD-FCBE. Pas de 10% au plan national pour la FCBE, donc pas d'addition possible, donc pas de siège. Le verdict était écrit avant même le scrutin. Oui, LD pouvait mathématiquement s'allier au bloc républicain ou à l'UPR, mais politiquement, Matin Libre assène impossible. Une opposition radicale ne peut se fondre dans la mouvance sans se renier selon le quotidien. Conclusion sévère, toute tentative d'accord aurait servi à humilier Boni Yahi et à légitimer les lois que LD combat selon Matin Libre. Gasquiani Info élargit le cadre et interroge cette fois-ci l'histoire tout entière. Gasquiani Info plonge dans le destin du parti Les Démocrates et braque les projecteurs sur un homme, Thomas Boni Yahi. Défaite électorale, oui, mais surtout défaite existentielle. Plus de députés, plus de conseillers communaux, plus de plan B. Alors, une question qui brûle les lèvres. Boni Yahi doit-il passer la main? Atout historique pour les uns, boulet stratégique pour les autres, Gasquiani Info pose les scénarios possibles. Rester et tenter la réforme de l'intérieur. Se retirer
en parrain ou risquer l'éclatement pur et simple? Et le journal conclut sur une image forte, le crépuscule possible d'un géant face à l'urgence d'une opposition qui doit choisir entre le culte du passé et l'audace du renouveau. Fraternité referme la marche avec un dilemme présidentiel. Ce quotidien met Paul Humpé face au miroir. Les chiffres sont implacables. Moins de 5% aux législatives, une FCBE sans ancrage, une mouvance hégémonique à près de 90% au communal. Dans ce contexte, le journal ose l'autre question, aller à la présidentielle, pourquoi faire? Fraternité rappelle l'histoire. 2001, Soglo Mbedi. Le désistement comme un acte politique, pas une fuite, une protestation. Aujourd'hui, la FCBE dénonce un système verrouillé, mais hésite encore entre continuer ou s'arrêter. Et cette hésitation, dit le journal, ressemble déjà à une réponse. Se maintenir au risque de l'humiliation ou se retirer pour marquer l'histoire. Paul Humpé est attendu au tournant. Sa décision dira plus que son score. Elle dira si l'opposition béninoise peut encore se réinventer. Au fil des urnes, donc, une certitude s'impose aujourd'hui. Au Bénin, le Bénin politique entre dans une nouvelle ère. Ainsi va la presse ce matin. Merci à vous, Marcel Achossi. Mesdames, Messieurs, stop fin de ce numéro, le 96e de votre émission Bonjour le Bénin. Ce fut un plaisir pour toute l'équipe de vous avoir tenu compagnie. Ne changez surtout pas votre position. Continuez de suivre les programmes de Bénin TV. Bonne journée à tous et à demain.